raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'une héroïne de la cause noire, Rosa Parks, célèbre pour avoir refusé de laisser sa place dans un bus à un blanc. C'était en 1955 à Montgomery, dans l'Alabama, aux États-Unis. J'ai tiré ce récit de son autobiographie, Mon histoire chez Libertalia. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Voilà comment Rosa Parks elle-même raconte dans ses mémoires le geste qui l'a rendue célèbre. Un soir, début décembre 1955, dans un bus de Montgomery, j'étais assise à une place située sur la première rangée de la section pour les gens de couleur. Les blancs, eux, étaient assis dans la partie avant du bus, qui leur était réservée. D'autres blancs montèrent à bord, et la section blanche se trouva sans plus aucune place assise. Quand une telle situation se présentait, nous autres les noirs étions censés laisser nos places aux blancs. Mais ce jour-là, je n'ai pas bougé. Le conducteur m'a lancé. « Libère donc ces premières rangées de sièges !» Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levé. J'en avais assez de céder devant les blancs. Le chauffeur m'a dit « Je vais te faire arrêter !» Et moi j'ai répondu « Vous n'avez qu'à faire ça !» 2 policiers blancs sont arrivés et j'ai demandé à l'un d'entre eux « Pourquoi est-ce que vous nous malmenez autant ?»« Je sais pas, mais la loi est la loi. Tu es en état d'arrestation. » J'en avais assez de céder. Quand Rosa Parks pose ce geste, elle a 42 ans. Et je vais vous raconter son histoire depuis le début, pour tenter de comprendre pourquoi ce jour-là, elle a dit non. D'où elle a tiré la force de dire non. Rosa naît en février 1913 à Tuskegee, dans l'Alabama. Son père est maçon et charpentier. Il s'absente beaucoup pour ses chantiers et un jour, il finit par ne plus rentrer. Rosa grandit donc avec sa mère chez ses grands-parents maternels dans une ferme à Pine Level, toujours dans l'Alabama. Vers 3-4 ans, elle voit bien que les Blancs et les Noirs ne vont pas dans les mêmes écoles. Que les écoles des Blancs ont des vitres en verre alors que son école à elle n'a que des volets en bois. Elle va à l'école à pied. Et elle voit le bus des enfants blancs qui lui jettent leurs déchets par la fenêtre. Et surtout, à partir de l'âge de 6 ans, elle sait où est le fusil de son grand-père. Un fusil à 2 coups qu'il garde à portée de main. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir s'il débarque ici, mais je flingue au moins le premier qui franchit cette porte. De qui parle son grand-père? Du Ku Klux Klan. Depuis quelque temps, ils font des descentes dans les quartiers noirs. Ils brûlent des églises, ils passent des noirs à tabac, parfois ils les tuent. Alors Rosa, le soir, se couche tout habillée, au cas où il viendrait. Et parfois, elle reste avec son grand-père, éveillée, à monter la garde. Lui, dans son fauteuil à bascule, le fusil à portée de main, et elle, assise à côté, devant la cheminée. En se disant, dans sa tête de petite fille de 6 ans, « Je veux le voir utiliser son fusil. Je veux être là. » Le grand-père de Rosa n'est pas noir. Il a la peau très claire. Et comme en plus il a les cheveux raides, parfois les gens le prennent pour un blanc. Et lui, il en profite. Il va droit vers les blancs et il leur tend la main. « Bonjour, mon nom est Edward. » Ça ne se fait pas. On ne serre pas la main des blancs. Et un noir ne se présente que par son prénom, jamais par son nom. Et Edward, c'est son nom. Mais le grand-père est comme ça avec les blancs. Il est belliqueux. Du coup, il ne veut pas que Rosa joue avec les enfants blancs. Ceux du contremaître de la plantation, par exemple. Je ne veux pas vous voir approcher les blancs. Je ne veux pas. Ça forge le caractère, un grand-père comme ça. Non ?
Rosa a 10 ans. Sur le chemin de l'école, elle croise un petit blanc de son âge, Franklin, qui la regarde le poing serré. « Je vais te taper dessus, toi !» Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape une brique et elle lui dit « Vas-y !» prête à lui jeter la brique à la figure. Et le gamin se déballonne et il poursuit son chemin. Rosa, 10 ans. Et après, elle se fait engueuler par sa grand-mère. « Oh Rosa, tu as les nerfs à fleur de peau. Si tu n'es pas plus prudente, ils vont te lyncher avant tes 20 ans. » Du coup, elle a peur. Vous voyez que toute petite, Rosa Parks a du caractère. Et elle est déjà une résistante à la ségrégation. En 1924, Rosa a 11 ans et sa mère l'envoie poursuivre sa scolarité dans la ville d'à côté, Montgomery, dans de la famille. Elle arrive de la Cambrousse et elle découvre l'existence en ville de fontaines séparées. C'est écrit dessus, hein? White, seuls les blancs peuvent y boire. Color, ça c'est pour épancher la soif des noirs. D'après toi, l'eau, elle a le même goût? Je sais pas. J'ai jamais goûté l'eau des blancs. Rosa va à la meilleure école pour noirs de Montgomery. Un jour, elle rentre de l'école et elle doit traverser un quartier blanc. Elle est sur le trottoir et là, un gamin blanc en patin en roulette lui donne un coup d'épaule pour la pousser hors du trottoir. Elle se retourne, elle le pousse à son tour. La mère du gamin se met à hurler. « Non mais ça va pas! Je peux t'envoyer en prison si je veux. T'en sortiras jamais. » Et elle lui répond, l'effrontée. « Mais c'est lui qui m'a poussé en premier. Moi j'ai rien fait. » Dans sa nouvelle école, la directrice est blanche, Miss White, l'a bien nommée. Rosa l'adore, comme elle adore cette école. Tous les professeurs sont blancs, pourtant. Mais c'est une école militante. Miss White est une blanche qui a épousé la cause des Noirs. Elle veut donner aux jeunes filles noires de l'ambition. Et Rosa se dit qu'elle a bien de la chance d'être là, avec cette directrice qui les traite avec dignité, sans jamais les rabaisser. Elle suit les cours classiques, anglais, sciences, géographie, et aussi des cours de sciences domestiques pour apprendre à cuisiner, à coudre, à s'occuper des malades. Et c'est comme ça qu'elle devient une bonne couturière. Un jour, Rosa est avec sa cousine en train de ramasser des baies dans un terrain vague. Un gamin blanc leur lance. « Hé les négros, vous feriez mieux de pas toucher à ça !» Et du tac au tac, Rosa lui dit « Toi, si tu viens ici, on va te coller une sacrée raclée. » Je vous ai raconté toutes ces petites histoires de l'enfance pour vous dire en vérité qu'une héroïne comme Rosa Parks, ça ne se fabrique pas en un jour. Après le collège, Rosa va un temps à l'université pour devenir enseignante. Et puis à Pine Level, sa mère et sa grand-mère ont des problèmes de santé, elle rentre pour les aider. Et un peu avant ses 20 ans, une de ses amies lui présente Raymond Parks. Au début, elle le trouve trop blanc. Et c'est vrai qu'il a la peau très claire, même s'il a les cheveux d'un noir. Il est barbier, Raymond, dans un salon noir du centre-ville de Montgomery. Elle n'est pas intéressée, mais il insiste. Alors ils vont se balader en voiture, il a une petite nache rouge, c'est pas courant, un noir avec une voiture. Et dès la deuxième sortie, Raymond parle de mariage. Elle fait semblant de pas entendre. Et puis il y revient. « Je pense vraiment que nous devrions nous marier, Rosa. » Rosa épouse donc Raymond au mois de décembre 1932. Et ce faisant, elle épouse un militant, le premier qu'elle rencontre, car Raymond Parks, son désormais mari, milite à l'Association nationale des gens de couleur.
une organisation qui combat la ségrégation et qui demande l'accès à l'éducation pour les Noirs. Et après le mariage, Rosa et Raymond vont s'installer en ville, à Montgomery, dans une petite maison. Rosa termine les études qu'elle avait dû interrompre et elle obtient son bac, comme seulement 7% des Noirs de son époque. Raymond a des réunions un peu secrètes le soir. Et de temps en temps, ça se passe à la maison. Et la scène est incroyable. La table de la cuisine est recouverte de pistolets. Les militants sont tous armés. Rosa n'assiste pas aux réunions. Elle reste sur la terrasse. Raymond est engagé entre autres dans la défense de ce qu'on a appelé les Scarborough Boys. 9 Noirs que 2 femmes blanches accusent de viol. Et qui sont innocents, mais qui ont été condamnés à mort. Il se bat pour sauver leur tête au sein d'un petit groupe clandestin. Et quand il va à ces réunions, Raymond doit se cacher. Rosa a maintenant 30 ans. Et là, 12 ans avant l'événement qui va la rendre célèbre, intervient un premier incident dans un bus. Je vous explique la règle. Dans les bus de Montgomery, il y a 36 places. Les 10 places de devant sont pour les Blancs. Et les 10 places de derrière, pour les Noirs. Et les 16 places du milieu, ça dépend. Ça dépend du chauffeur, qui au passage est armé et qui a des pouvoirs de police. Et donc un jour de l'hiver 1943, un bus arrive. La partie arrière, celle des Noirs, est pleine. Il y a des Noirs accrochés au marchepied. Et donc Rosa entre par l'avant et se dirige vers l'arrière. Le chauffeur l'interpelle. « Oh, tu descends de mon bus et tu passes par l'arrière. Pourquoi faire? Je suis déjà dans le bus, je vois pas pourquoi je devrais redescendre. Et puis comment je vais remonter après? Le fond du bus est plein à craquer. Tu passes par l'arrière, je t'ai dit. Tu descends de mon bus. » Et là, le chauffeur vient vers elle et il l'attrape par la manche. Rosa se dirige alors vers l'avant et là, elle laisse tomber son sac. Et pour le ramasser, elle s'assoit sur un siège de blanc. « Descends de mon bus !»« Je vais descendre. Mais vous feriez mieux de pas me toucher. » Et elle finit par descendre. Mais elle ne remonte pas par la porte arrière. Elle attend le bus suivant. Et elle se jure de ne jamais plus remonter avec ce chauffeur. Cette année-là, 1943, Rosa adhère à son tour, comme son mari, à l'Association nationale des gens de couleur. Alors qu'il n'y a quasiment pas de femmes dans le mouvement. Cela dit, on la colle secrétaire. Elle répond au téléphone, elle enregistre les adhésions, elle écrit les courriers, et surtout, elle recense sur un cahier les cas de discrimination, les actes de violence envers les Noirs. Au début des années 50, à Montgomery, dans l'Alabama, les bus de transport public sont un sujet de friction récurrent. Pour une raison simple, ce sont les Noirs qui les empruntent. 70% de Noirs, les Blancs, ont des voitures. Mais il faut toujours garder ces fichus 10 places à l'avant pour les Blancs. À un moment, il a été question de boycotter les bus. Mais les Noirs ont refusé. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Au printemps 1955, une adolescente noire qui s'appelle Claudette Colvin et une vieille femme, noire elle aussi, refusent de laisser leur place à un Blanc dans la partie centrale du bus. La police arrive, la vieille dame accepte de descendre, mais pas la gamine, Claudette. « J'ai payé mon billet. J'ai aucune raison de descendre. » La police l'a fait descendre de force, et Claudette est arrêtée. Et Rosa, en qualité de secrétaire de l'Association nationale des gens de couleur, la rencontre. Il est question de porter cette affaire devant la justice fédérale. Elle est d'accord. Mais au dernier moment, on découvre qu'elle est enceinte sans être mariée.
Ça n'est pas le bon cheval. Les Blancs s'en donneraient à cœur joie. Il faut une plaignante inattaquable. Et pourtant, Rosa jure qu'elle n'a fait aucun calcul. Le soir du 1er décembre 1955, Rosa attend donc son bus. Quand le bus arrive, elle est perdue dans ses pensées. Alors elle paye son billet et après, elle s'aperçoit que le chauffeur, c'est le même que celui qui l'a fait descendre il y a 12 ans. Et là, elle voit une place libre dans la partie centrale. Et elle s'assoit. Elle n'est pas la seule, hein. Ils sont 4 noirs dans la partie centrale. À l'arrêt suivant, des Blancs montent. Et ils occupent toutes les places à l'avant, sauf un, qui reste debout. Le chauffeur intervient. « Oh! Libérez-moi ces sièges !» Personne ne bouge. « Ne vous attirez pas inutilement des problèmes. Libérez-moi ces places !» Les 3 autres obéissent, mais pas Rosa. On a dit que c'était parce qu'elle était fatiguée. C'est faux. Elle refuse de se lever parce qu'elle est fatiguée de courber l'échine. Ok, très bien. Je vais te faire arrêter. Voilà. Vous n'avez qu'à faire ça. Et donc le chauffeur arrête le bus et il attend la police. Et 2 policiers arrivent qui montent à bord. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te lever? Et vous? Pourquoi est-ce que vous nous malmenez? Je sais pas. Mais la loi est la loi, et tu es en état d'arrestation. Un policier attrape son sac, un autre son panier à provisions. Au passage, il demande au chauffeur. Vous voulez porter plainte? Oui. Je finis mon boulot et je viens au bureau de police. Et Rosa se retrouve au bureau de police. Nom, prénom, adresse. Et dans la foulée, elle est incarcérée à la prison de North Ripley Street. Elle n'a pas peur. Elle dit qu'à ce moment-là, elle n'a pas peur. Et elle se retrouve dans une cellule avec 2 autres filles noires. Elle obtient de passer un coup de fil. Et elle appelle chez elle. C'est sa mère qui répond. « Mam, je suis en prison, mam. Demande à Parks de venir pour essayer de me faire sortir. » Sa mère lui passe alors Raymond. « Parks? Est-ce que tu veux bien me faire sortir d'ici? Je suis en prison. » Ok, Rosa. J'arrive. Je serai là dans quelques minutes. Retour en cellule, pas longtemps. Une gardienne arrive. « Sors, tu es libre. » C'est une activiste blanche, Virginia Dare, qui a payé sa caution. Et Virginia Dare attend Rosa devant la prison. « Oh, Rosa, ça va? Vous n'avez pas été malmenée? » Mais elle sera jugée. Le procès est fixé au lundi suivant. Là-dessus, Raymond arrive et tout le monde se retrouve à la maison, y compris Virginia Dare. Les proches de Rosa sont en colère. Ce genre de choses ne peut plus se reproduire. Et le chef de l'Association nationale des gens de couleur, M. Nixon, fait alors une proposition. Il faut porter cette affaire devant la Cour suprême. Et il faut faire de ton cas un exemple. Elle hésite. Elle en parle à Raymond, à sa mère. Ok, je suis d'accord. On fait ça, je porte plainte. Rosa est la plaignante idéale. Elle n'a pas de casier, elle a travaillé toute sa vie, elle n'est pas enceinte d'un enfant illégitime. Sa seule faute est d'être noire. Le lendemain, 35 000 tracts sont imprimés. Je vous en lis un extrait. Encore une fois, une femme noire a été arrêtée pour avoir refusé de quitter sa place dans le bus. Il faut que cela cesse. Les Noirs ont des droits. La prochaine fois, c'est peut-être à vous que ça arrivera. Cette femme sera jugée lundi. Nous demandons à tous les Noirs de ne monter dans aucun bus ce jour-là. Et dans la foulée,
Un grand meeting est organisé à l'église baptiste de l'avenue Dexter. Beaucoup de pasteurs sont là. Ils promettent d'en parler dans leur sermon dimanche, veille du procès. Et le miracle, c'est que le dimanche matin, l'appel au boycott des bus est relayé à la une du journal local, le Montgomery Advertiser. On annonce de la pluie pour lundi, jour du procès, pourvu que le boycott soit suivi. Le matin du procès, le ciel est sombre, chargé, mais les bus sont vides. Les Noirs marchent à pied et les taxis noirs font le tour des arrêts de bus pour transporter les uns et les autres à tarif réduit. Les militants de l'association des gens de couleur n'en reviennent pas. C'est la première fois que les Noirs de Montgomery s'unissent contre la ségrégation. Aujourd'hui, Rosa ne va pas travailler, bien sûr. Elle met une longue robe noire avec un col blanc, un petit chapeau de velours avec des perles, un manteau gris, un sac à main et des gants blancs. Et elle arrive au tribunal. Un monde fou l'attend. Et les gens disent « They've messed with the wrong one now ». Ils s'en sont pris à la mauvaise personne. Le procès ne dure pas longtemps. Le chauffeur, James Black, est le principal témoin. Une femme vient aussi raconter un gros mensonge. Il y avait une place de libre à l'arrière du bus. Eh bien, elle a refusé de la prendre. Les avocats de Rosa plaident non coupable. Mais leur but, c'est qu'elle soit condamnée. Et elle l'est, rassurez-vous. Prison avec sursis et une amende de $10 plus $4 de frais de justice. Un meeting se tient dans une église baptiste. L'église est pleine à craquer. On a installé des haut-parleurs à l'extérieur. Un groupe de pasteurs a décidé de former une nouvelle organisation, l'Association pour le progrès de Montgomery. Elle s'est choisie un président, un jeune pasteur qui vient d'arriver dans la ville, Martin Luther King. C'est Monsieur Nixon, le leader de l'Association des gens de couleur, qui prend la parole en premier. Vous qui avez peur, vous feriez mieux de prendre vos affaires et de rentrer chez vous, car cette histoire n'est pas prête de finir. Et ensuite, c'est le docteur Luther King qui prend la parole. Voici venu le temps de dire que nous n'en pouvons plus, que nous sommes fatigués. Pendant des années, nous avons fait preuve d'une patience incroyable. Nous avons peut-être laissé penser à nos frères blancs que nous aimions la manière dont nous sommes traités. Mais nous sommes ici ce soir pour finir de n'attendre rien d'autre que la liberté et la justice. Si vous vous battez avec courage, avec dignité, alors les livres d'histoire des générations futures marqueront une pause et diront: là vivait un grand peuple, un peuple noir qui injecta une nouvelle dignité dans les veines de la civilisation. Et ensuite, le révérend Abernethy lit les revendications. Nous demandons, petit 1, un traitement courtois pour tous dans le bus. Petit 2, premiers arrivés, premiers servis sur les places assises, avec les blancs à l'avant et les noirs à l'arrière. Petit 3, l'embauche de chauffeurs noirs sur les lignes qui desservent les quartiers noirs. Ceux qui sont pour, levez-vous. Tout le monde se lève.
conseils municipaux de Montgomery refusent tout aménagement, alors le boycott se poursuit. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Raymond et Rosa perdent leur job, l'un après l'autre. Fin janvier, les conseils municipaux finissent par accepter des aménagements. 10 places à l'avant pour les blancs, 10 à l'arrière pour les noirs, et au milieu, premier arrivé, premier servi. Mais le boycott se poursuit quand même. Début février, l'avocat Fred Gray dépose un recours auprès de la Cour fédérale devant la Cour suprême pour que soit déclarée illégale la ségrégation dans les bus de Montgomery. La Cour suprême met 9 mois à se prononcer. Et le 13 novembre 1956, elle déclare la ségrégation dans les bus de Montgomery inconstitutionnelle. C'est la victoire. 1 mois plus tard, la décision est officielle. Et après 1 année entière de boycott des bus, le docteur Martin Luther King est le premier à monter dans un bus. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à enseigner l'amour, la fraternité. Je continue de penser qu'il vaut mieux enseigner l'amour et l'égalité plutôt que la haine et les préjugés. Plus nous serons nombreux à atteindre cet état d'esprit, plus douces seront nos vies. Rosa Parks. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. J'ai tiré ce récit de son autobiographie, Mon histoire chez Libertalia. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.